Hop, Rising Steel, interview à Grenoble, deuxième partie. Donc, où est-ce que j'en ai... Alors, il y a eu 2 changements de line-up pour cet album. Alors, Stéphane à la lead guitare et votre bassiste Pierre Stone Warrior qui est revenu au bercail. Pourquoi ces modifications? Alors déjà, on va dire, la période Covid a été un peu difficile. Tu sais, notre précédent album, Fight Them All, il est sorti, on va dire 3 mois avant la pandémie. En plein septembre de 2020, je crois. Ça a été complexe. C'est ça. Du coup, ça a bien marché sur les retours, mais on n'a pas pu aller plus loin. Et puis vu qu'on était en deal avec le label et qu'il fallait qu'on compose pour les 2 ans après, on avait un album à livrer. C'est vrai que ça a fait un peu du mal au groupe, la pandémie, moins de répètes, moins d'engagement. Du coup, c'est vrai que, comment dire, notre bassiste était de plus en plus pris par son boulot. Notre guitariste, il avait un peu du mal à suivre au niveau engagement sur les compos. Et puis, il avait aussi d'autres projets en parallèle. Tu vois, ça a été un peu compliqué. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, les gars, il nous reste 6 mois pour faire l'album, là, on va y aller. Donc, on a recruté Steph, qui est bien connu dans le milieu. C'était une évidence de recruter Steph, bien sûr. Une évidence pas tant, parce que pour un groupe heavy trash, et lui, avec ses grosses influences FM, et c'est toujours un challenge, de toute façon. Ouais, c'est ça qui était bon, justement. C'est ça qui était bon. Mais je trouve que c'est bien et ça apporte de la pluralité, ça apporte un peu de nouveauté. Et puis Pierrot, Stone Warrior, c'est vraiment le fruit du hasard, quoi. Il est parti au Liban fin 2014, début 2015, il s'est installé là-bas, il a fait sa vie, etc. Et là, vu les conditions sur place, il a décidé de rentrer. C'était pile en septembre 2021 ou 22. Ouais, ça tombait. Enfin, nous, on allait. L'ancien bassiste venait de nous dire qu'il avait plus le temps, qu'il arrêtait, même s'il a mis du temps à se décider. Et donc, derrière, Pierre revenait en France. Zard lui a demandé s'il était intéressé de revenir dans le groupe. Donc ça s'est fait, finalement ça s'est fait naturellement, quoi. On n'a pas fait de recrutement ni rien. Je lui ai dit ça te branche, ouais ok, t'es là quand? Dans 1 mois, ok viens. Et voilà. Un timing parfait en fait. Ouais, un timing pas parfait, tomber, quoi. ouais. Un peu, tu te dis des fois les choses sont bien faites quand même. C'est clair, c'est clair. C'était cool de se retrouver aussi en plus sur le projet. D'accord. Alors, contrairement à vos 2 opus précédents, où il m'a fallu plusieurs écoutes pour vraiment les apprécier, ce Beyond the Gates of Hell a fait mouche assez rapidement. Pensez-vous qu'il s'agisse de votre album le plus abouti? Et quels seraient les petits plus, donc vous avez déjà un petit peu parlé, mais que vous y avez intégré par rapport aux autres? Moi je dirais, c'est personnel, mais j'engage de plus en plus sur la prod de l'album, c'est-à-dire que avant de rentrer en studio, c'est vrai qu'on affine, on travaille, on fait des démos. On va chercher un petit peu la quintessence de la chanson. Et c'est vrai que d'album en album, j'ai l'impression que tout le groupe, on se met à vraiment affiner. Une espèce d'osmose, on va tous dans le même sens. Ouais. C'est clair. Du coup, je pense que ça se ressent sur la qualité des titres. Là, c'est vrai qu'on est arrivé en studio, on avait déjà vraiment bien abouti les morceaux. Du coup, on a pu se concentrer sur le son, sur la prise, sur la performance, tu vois. D'accord. Et je pense que ça joue. D'arriver avec un produit déjà bien solide en studio, ça se ressent à la fin. Ça te permet d'éviter tous les écueils qui font que des fois dans tes albums, t'as 2-3 titres où t'es moins satisfait. Tu te dis, si j'avais un peu plus bossé, je l'aurais un peu amené plus loin. Voilà, c'est un peu mon analyse. Après, c'est peut-être qu'on a... Je pense que par l'expérience, après les compos qui ont été bien travaillés avant de rentrer en studio, vous avez maquetté. C'est vrai que Zard et Tony sont pas perfectionnistes, j'aime pas trop ce mot, mais effectivement essayent d'optimiser. Puis moi après j'arrive, j'essaye d'optimiser aussi vocalement. Alors moi je me laisse toujours une part d'impro un peu en studio, puisque je sais que déjà j'adore ça. Avoir une part d'impro pour pouvoir tester des choses, puisque l'impro amène souvent des bonnes choses. Après, des fois on est capable, on n'est pas capable, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais oui, on arrive déjà avec des bases bien solides, avec une expérience maintenant, vu que c'était quand même le 3e album et demi. Voilà, on verra pour le prochain, mais
les compos étaient peut-être des fois plus directs ou plus efficaces aussi, avec un son peut-être un peu moins tranchant, un peu plus old school. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, faut dire aussi avec, tu sais, c'est le deuxième album où on travaille avec le studio en Suède là. Voilà, aussi avec les Suédois Carlson, Staffan Carlson et Richard Bengtsson. Bengtsson, les gars qui ont fait Ark Enemy, Spiritual Beggars et tout. D'accord. Et tu sais, on commence à avoir une vraie relation de producteurs-réalisateurs ensemble. Ils nous connaissent, ils savent ce qu'on veut. C'est vrai que là, pour le mix, je sais pas, c'était presque une évidence. Il nous a fait un son comme on voulait, on lui a fourni des prises comme il voulait. On se comprend sans trop échanger, quoi. Je trouve que ça fait partie de la prod et de la qualité de l'album aussi, je pense. C'est clair. D'accord. Alors j'ai noté aussi deux petites curiosités. Alors tout comme Fight Them All, le dernier album est sorti chez Frontiers Records, un label qui est plutôt spécialisé hard FM ou AOR. Et il a été masterisé par Mika Jussila, qui bosse généralement dans le heavy speed mélodique. Alors, est-ce que vous aimez faire office d'intrus ou... C'est un métier. En fait, c'est vrai que le studio suédois, Sudpost Studio, donc avec Staffan et Karl, ont l'habitude d'aller masteriser chez Mika, donc en Finlande. Donc, après, sans nous l'imposer, ils nous ont dit voilà, nous on travaille comme ça et on aime bien que notre mix soit masterisé par un tel. D'accord. Voilà, je pense que voilà, c'est des associations de bienfaiteurs du son, on va dire. Ouais. Et donc nous, on n'a pas. Pour nous, après, voilà, on leur a fait entièrement confiance. C'est une évidence de les laisser nous guider vers le mastering par rapport au mix. Donc ça s'est fait assez simplement. Après, par rapport à Frontiers. Alors, il y a sans arrêt cette histoire que je répète, mais c'est vrai qu'on avait envoyé, maintenant il est devenu d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit ça, il signe les groupes chez Frontiers. Aldo Loneville, qui est le guitariste de Sacred Sphere de nombreux projets, avait aimé donc Rising et avait envoyé donc, à Frontiers. Quelques heures après, on reçoit un contrat pour 4 albums. On a un petit peu halluciné. Et c'est vrai qu'effectivement, Frontiers font des groupes plus hard FM, heavy rock. De temps en temps, ils ont eu pris Malfire quand même. Donc, oui. Ils ont pris Malfire. Là, je vois que dernièrement, ils re-signent bien du heavy. Donc, peut-être que c'est vrai qu'à la période où on est arrivé, il y avait moins de heavy metal. Alors, est-ce qu'on a servi de cobaye ou pas, je sais pas. Premier groupe français aussi sur ce label. Premier groupe français, tout à fait. Ils n'avaient pas de français encore. Il y en a eu un ou deux autres. Ouais. Mais non, mais ça se passe bien. Après, pour eux, on n'est pas en haut du catalogue, on est un groupe parmi tant d'autres, mais ils voient qu'on essaye de se défendre, d'optimiser notre son, on essaye de faire des tournées, de promotionner au mieux. Donc, s'ils sont capables de vraiment observer ce que font leurs groupes, il y a des groupes chez eux qui ne tournent absolument pas, etc. Ils verront qu'on est motivé, qu'on essaye d'optimiser à tous les niveaux, autant le son, nos compos, le live. En tout cas, ils sont plutôt contents à chaque fois qu'ils nous font des retours. Ouais, c'est bien. Là, ils nous ont dit putain, l'album il déchire, il est encore meilleur que celui d'avant. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont pas nous développer comme les grosses ils vont pas nous développer comme Whitesnake ou comme. Mais ils sont contents qu'on soit dans leur catalogue. Ils font le job au niveau com et tout. Et ils nous distribuent. Non, c'est plutôt une bonne entente. D'accord. Une bonne entente. Alors Zard, sur les deux albums précédents, tu es crédité un petit peu comme le principal producteur. Quel est ton rôle exactement dans ce domaine ? Alors c'est vrai que sur la partie studio, déjà sur la partie compo, c'est vrai qu'on compose beaucoup avec Tony au niveau structuration, affiner les idées, sélectionner les parties, etc. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, avec les années, je prends aussi pas mal de ce rôle de, comment dire, en studio, je vais être un peu le garde-fou, quoi. C'est-à-dire que je fais tous les jours studio avec tous les musiciens. Je fais en sorte qu'on respecte un peu les structures qu'on s'était données. Je suis un peu l'interlocuteur de l'ingé son, autant pour le mix que pour le master, que pour les prises. Donc voilà, je suis un peu l'homme de l'ombre qui le contrôle qualité, la bonne réalisation du flux de travail, quoi. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis marqué en coproduction, mais nous on est un groupe un peu, tout le monde, comment dire, c'est un groupe assez ouvert, Rising Steel, on compose tous.
c'est clair. On amène des idées, on fait chacun notre bout, quoi. J'estime que c'est comme ça que la musique doit se passer en fait en groupe. Hein. C'est pas tiens fais ça. Ouais, on C'est- optimise, on se fait est tous confiance. ensemble, on se fait confiance. D'ailleurs, c'est vrai que pour Fab qui vient avec la moitié des parties et des impros, c'est hyper angoissant pour un mec comme moi, tu vois. Mais c'est vrai que là, à chaque fois, c'est ce talent qu'il a de, bah voilà, il pose un truc. Alors souvent, ça me choque parce que ça déconstruit. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est évident. Bah, c'est vrai qu'on peut donner l'exemple de C'est ça. Run for Your Life, qui est Ouais, le premier ouais, single de l'album. Oui. Ouais. Où en fait j'arrive en studio, je me dis je voulais faire un chant, tu vois, un peu à la Exodus, Ouais, vraiment un ouais, truc très ouais. trash, et finalement je m'étais dit non, ça va pas le faire. Et en studio j'ai tout changé, donc j'ai D'accord. changé les textes, changé les mélodies de voix. Et finalement, pourtant moi je suis assez dur avec moi-même vocalement et même dans le résultat. Et à l'écoute, à la fin, je me dis putain mais bien quoi, bien ce titre, vraiment bien. Autant il y a des titres des fois tu vois ça c'est moyen, bon il fallait le faire, je l'ai fait. Et waouh. Donc, Content du résultat. ouais, Et les Italiens l'ont choisi comme. On leur a laissé cette fois-ci le choix des singles, on va dire. D'accord. J'aime pas ce mot, mais bon, c'est un peu comme ça qu'il faut le dire. Et dedans, il y avait Run for Your Life. Donc, C'était marrant parce que tu vois, ce titre, c'est un morceau, un délire un peu trashy qu'on avait mis de côté avec Tony. J'étais même pas sûr qu'on allait l'enregistrer. Ouais, ce ouais, truc. c'est fou ça. Après, on l'a amené quelque part, on s'est dit, allez, on le met, ça va être notre morceau rentre dedans. Après, la voix qui se lisse un peu, qui rentre bien dans le morceau et qui amène de la mélo. Et le label qui te dit, ouais, c'est ce titre-là qu'on va prendre en première. Tu te dis, mais ah ouais, il s'est passé quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, mais comme tu te dis qu'effectivement tout est possible, il faut tout optimiser ou pas hésiter à refaire. Ouais, Faut pas se dire non, ce que j'ai fait c'est génial, je vais tout garder, waouh. Non, faut savoir se remettre en question. T'as raison, mais ça fait un équilibre, tu vois, entre les gens comme moi qui veulent tout piloter, prévoir. Ouais. Et il faut se laisser aussi une part de feeling, en fait. Merde, on fait de la zip, tu Le vois. studio, moi j'adore improviser en studio. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Même dans notre groupe, je fais de la gratte, tout ça. Putain, je suis pas un grand guitariste. Parce que je trouve que ça permet de développer des choses que tu développeras jamais sur des choses contrôlées à 100%. Donc effectivement, bien sûr qu'il faut arriver avec des bases solides. Il faut que tout soit prêt. Mais si tu peux te laisser une part effectivement C'est d'impro, vrai. tu vas amener un petit point, un petit grain de folie que tu n'auras peut-être pas eu en contrôlant tout du début à la fin. Mais du coup, tu dois rendre fou pas mal de monde en faisant comme ça, non? Au niveau des producteurs J'ai ou des- toujours bossé comme ça, moi. D'accord, ouais, Non, j'ai c'est- jamais eu trop de problèmes. Peut-être un peu avec Tergéré Jeunesse, là, sur les ellipsis, que c'était un petit peu pénible. Ok. Quand j'étais. Là, il faudra encore faire 3 interviews pour la production des ellipsis à l'époque. Oui, on n'était pas toujours d'accord. Mais lui, il aimait l'impro aussi. Mais on D'accord. peut en revenir à Rising. Je connais mon affaire quand même. Le heavy metal, c'est pas non plus un style où c'est pas du free jazz où il faut improviser. Mais après, Non, je connais le truc, ce qu'on optimise aussi, tu sais, c'est le temps. Parce qu'un groupe comme nous, on peut pas passer 3 mois en studio. Et c'est vrai que si on avait du temps, on pourrait enregistrer, tester, etc. Oui, Là, oui. c'est vrai que sur le peu de jours qu'on met, faut être efficace. Et c'est vrai que là, ça l'a fait, hein, franchement. Bien grave, sûr. hein. Après, t'entends parler de groupe, il reste 3 ou 6 mois en studio, mais je dis, mais ils foutent quoi en studio, les mecs, quoi. Bah, c'est vrai Tu que- vois, alors optimiser, oui, peaufiner, oui, mais après, tu perds un peu la spontanéité, parce que la Oui, spontanéité, oui, tout à ça fait, fait ouais. partie aussi du studio. Écoute, ouais, c'est vrai. Et les mecs, je me dis, mais bien sûr qu'ils vont sortir un truc où tout sera lissé, mais peut-être trop lissé, justement. Tu vois, à vouloir perfectionner, être perfectionniste. Donc moi, j'aime bien garder. Après, je pense qu'on a aussi assez d'expérience et de recul. On a une analyse qui est assez rapide. Enfin voilà, moi j'ai enregistré plus de 20 albums, alors je suis pas génial dans. Je me prends pas pour un génie, loin de là. Hein. Mais heureusement, tu as une capacité d'analyse vu l'expérience, où tu te dis, ah là j'ai fait de la merde, ou là, non, c'est pas trop mal. Voilà. D'accord. Alors, la jaquette a été signée par un certain Giannis Nakos, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est ça. Si, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous parler de l'artwork où votre mascotte, le Warlord, est un petit peu en retrait? Alors, ouais, je peux en parler parce que c'était un peu. À la base, moi j'en avais un peu marre du positionnement central du Warlord, tu vois. D'accord. Warlord dans les ténèbres, Warlord tue le dragon, Warlord à la plage, Warlord Ou alors dans la plage, en- pas encore ça. en montagne. Donc j'avais dit, j'aimerais bien qu'on fasse un truc un petit peu plus, tu vois, ambiance death metal. J'aime bien ces pochettes où tout, il y a beaucoup de détails, où c'est des belles scènes, tu vois. Et pas mettre le personnage en premier. D'accord. Donc
Bon, c'est là où, d'ailleurs, pour reparler de Gérard Foy et de son groupe, Eternal Flight, Oui. ils ont fait réaliser leur pochette par Janis Nakos déjà. Sur Survive, sur leur dernier album ou- Sur le dernier, ouais. D'accord, ok. Et c'est vrai que putain, les mecs, excuse-moi. ils ont fait Evergrey et tout, tu regardes, waouh, c'est un trait que j'adore. Ouais, Et sens que du Tony, détail. il adore et tout, donc on le contacte, c'est un grec. Mhm. Il fait beaucoup de death metal, de trucs comme ça. On lui dit, ouais, est-ce que ça t'inspire? Le Il a gars, fait Evergrey, hein, quand même. ouais, Evergrey, puis plein de trucs. Borealis, des trucs heavy aussi, mais c'est vrai que dans son trait déjà, Ouais. on va plus vers l'extrême. Ouais. Donc le gars super sympa, il nous dit super, j'adore ce que vous faites, on va faire un truc ensemble. Et c'est vrai qu'il nous a livré cette espèce de Gates of Hell, là, le château des ombres, un peu dark. Ouais, on s'est dit, bah voilà. C'est vrai que le personnage de Warlord est un petit peu en retrait, mais c'était un peu voulu. C'est voulu parce D'accord. que. On ne pouvait pas en permanence avoir cette mascotte en avant avec le... Non, Puis je pense que justement c'est une transition, il va passer ou pas les portes de l'enfer. Et après derrière, peut-être qu'on reviendra sur le nouvel album avec un artwork complètement différent, où il sera plus du tout dans le thème, où il sera peut-être à nouveau dans le thème, mais différemment. Ouais, le sens que va prendre le futur album par rapport à celui-là, c'est vrai que ça peut nous orienter aussi à travailler sur la pochette, mais D'accord. jusqu'à maintenant, t'as vu, on aime bien l'imagerie en tout cas. Oui, oui, je sais il y pas a ce que quelques t'en as questions pensé, là-dessus, toi, oui. ouais, ok. D'accord. Donc, Zard, en tant que membre fondateur, est-ce que tu peux nous parler de la création de Rising Steel en 2012? Donc ça, tu nous en as déjà Ouais, un petit peu parlé. j'ai hein. déjà fait Alors voilà. Désolé. Alors j'ai cru comprendre que tes influences viennent du punk rock. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à jouer dans un groupe de heavy thrash? Et est-ce que tu t'épanouis pleinement dans ce style? Alors, c'est un peu compliqué, mais oui, effectivement, quand j'ai rencontré Tony, on faisait du garage rock, high energy rock and roll. Donc j'avais un groupe, il avait un groupe, on était à fond dans